cette période festive de Noël, retour au cœur de l'actualité. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Le Premier ministre Ariel Henry peut-il être arrêté après son audition devant le tribunal? Oui, selon la loi, tout fonctionnaire invité à comparaître devant le juge instructeur peut être détenu en cas de faux témoignage. Le Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement devraient être entendus bientôt dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Canada dément les rumeurs de demande de délai de 6 mois pour fournir des preuves au Sénat sur les sanctions contre l'ex-premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Et puis l'ex-conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, affirme qu'une nouvelle transition ne résoudrait pas la crise politique actuelle. Chef, bonsoir. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le Conseil des ministres a donné la semaine dernière son accord à la convocation du Premier ministre Ariel Henry et d'autres membres du gouvernement devant le juge Walter Wessert-Voltaire concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Depuis, des questions émergent. Certains s'interrogent sur le risque éventuel de détention pour le Premier ministre et ses collègues, ainsi que sur les répercussions potentielles pour le gouvernement en place. De plus, des proches du président assassiné expriment leur inquiétude, craignant que cette initiative puisse être perçue comme une tentative visant à disculper le docteur Ariel Henry et d'autres concernés. Pour discuter de ces questions, nous avons avec nous Maître Patrick Laurent, consultant juridique de Métropole. Maître Patrick Laurent, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à Métro News. Merci Métro News, c'est un plaisir d'être avec vous. Évaluons un petit peu le mécanisme de cette invitation, Maître Patrick Laurent. Je parle notamment de l'invitation du juge Voltaire au Premier ministre Ariel Henry dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon, alors s'il faut retracer la procédure, si le juge d'instruction souhaiterait entendre un haut fonctionnaire à titre de témoin, donc le juge d'instruction va devoir prendre une ordonnance pour citer à comparaître le haut fonctionnaire. À ce moment-là, le juge d'instruction communique l'ordonnance au parquet. Le parquet achemine l'ordonnance au ministère de la Justice et le ministère de la Justice achemine l'ordonnance au Palais national pour avoir l'autorisation du président de la République. Ce qu'il faut retenir, l'auditoire de Métro News, qu'on ne peut pas entendre un haut fonctionnaire à titre de témoin sans l'autorisation du président de la République. Mais nous savons, Maître Laurent, qu'il n'y a pas de président. Dans ce cas, quelle devrait être la procédure? Bon, alors, ce qui arrive quand il n'y a pas de président, il y a plusieurs cas de figure au niveau de la Constitution, surtout l'article 149. Maintenant, si on va à l'esprit de l'article 149, qui exerce le pouvoir exécutif quand il n'y a pas de président et quand c'est le Conseil des ministres qui exerce ce pouvoir. À ce moment-là, dans le cas le cas actuel maintenant, par analogie, si on veut nous rapprocher de la Constitution, même si nous ne sommes plus dans la Constitution, mais la situation beaucoup plus proche de la Constitution, c'est que le pouvoir exécutif maintenant est exercé par le Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait notamment. Dans ce cas, oui, vas-y. Oui, dans ce cas, s'il n'y a pas de président, si c'est le Conseil des ministres qui exerce le pouvoir exécutif, on a comme l'impression que les pouvoirs, que les attributions et du président sont dévolues momentanément au Conseil des ministres. Alors, nous savons que le Conseil des ministres a autorisé la comparution du Premier ministre devant le juge Voltaire. Est-ce que jusqu'ici, on peut dire que la procédure, elle est légale, elle est normale? Bon, alors, nous sommes à la fin de la procédure. Nous devons savoir, est-ce que, d'abord, que le juge a pris une ordonnance, c'est-à-dire demandant au Premier ministre de comparaître à titre de témoin, parce qu'il faudrait bien préciser, car un juge d'instruction qui instruit une affaire pourrait
convoquer un citoyen, soit en qualité de victime, donc si ces citoyens-là étaient victimes du fait que le juge d'instruction est en train d'instruire, ou à titre d'inculpé, si c'est la personne poursuivie, ou troisièmement, à titre de témoin. Le témoin pour éclairer la religion du juge. Le témoin, c'est celui qui a entendu ou qui a vu et qui peut donner une information. Mais par contre, dans la législation haïtienne est très formelle, s'agissant des hauts fonctionnaires de l'État. Donc, on ne peut pas entendre un haut fonctionnaire de l'État à titre de témoin sans l'autorisation du président de la République. Bon, d'abord, comme je l'avais dit tout à l'heure au commencement de l'interview, il faut qu'il y ait une ordonnance du juge d'instruction ordonnant à comparaître le Premier ministre, et cette ordonnance doit être notifiée au parquet du tribunal civil de ce ressort. Dans le cas qui nous préoccupe, c'est dans le tribunal civil de Port-au-Prince, et le parquet achemine le dossier, l'ordonnance au cabinet d'instruction, et non pas au cabinet d'instruction, au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice achemine au Palais national, et à ce moment, le président décide si oui ou non il va donner l'autorisation à ce fonctionnaire de comparaître à titre de témoin par devant un juge d'instruction. Et dans le cas qui nous préoccupe, dans l'état actuel des pouvoirs de l'État, maintenant le pouvoir est exercé, le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil des ministres. Donc dans ce cas-ci, le Conseil des ministres saisit de l'ordonnance du juge d'instruction demandant, autorisant la comparution d'un haut fonctionnaire de l'État, à savoir un Premier ministre, le Premier ministre à titre de témoin, et le Conseil des ministres peut, dans ce cas-ci, par analogie, donner l'autorisation au Premier ministre d'aller répondre aux questions du juge à titre de témoin à son cabinet d'instruction. Vous avez pris le temps de préciser pour nous plus tôt qu'on ne peut inviter un haut fonctionnaire qu'à titre de témoin. Alors, Maître Laurent, est-ce qu'il y a lieu pour que le Premier ministre, par exemple, et ses collègues soient retenus en détention après leur audition devant le juge Voltaire? Bon, quelqu'un qui est appelé à déposer à titre de témoin, théoriquement, c'est une personne qui n'aurait pas dû avoir peur, car le témoin, c'est celui qui va dire et déclarer sous la foi de serment, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et à ce moment-là, cette personne invitée à se présenter comme témoin n'aurait pas à avoir peur. Cependant, dans la pratique haïtienne, nous avons vu et des fois constaté quelqu'un est rentré dans un cabinet d'instruction comme témoin et est sorti comme inculpé et mis en état, ça veut dire en état d'arrestation. Ce qui veut dire, théoriquement, on peut dire non, que quelqu'un qui est venu comme témoin, qui dépose, et à ce moment-là, qui rentre chez lui. Et c'est pourquoi, ici en Haïti, il n'y a pas ce qu'on appelle témoin assisté. Par exemple, dans la législation française, il y a cette notion de témoin assisté. On appelle quelqu'un à titre de témoin, mais le juge a un soupçon que cette personne pourrait être impliquée dans l'affaire qui peut être examinée, instruite. À ce moment-là, il demande à cette personne-là, citée comme un témoin assisté, de se faire assister d'un avocat. Mais dans le cadre actuel de notre législation, il n'y a pas ce principe de témoin assisté. Théoriquement, non. La personne est venue et dire ce qu'il sait de l'affaire, mais la personne doit dire la vérité. Parce qu'on peut retenir un témoin, c'est si le témoin maintenant était en train de mentir au juge. Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, on peut retenir la personne pour faux témoignage. Ok, on comprend très bien. Alors, est-ce que le Premier ministre peut décider de bouder l'invitation? Dans le cas où il décide de bouder l'invitation, que se passerait-il? Non. Là, il y a ça, le risque et péril. Il y a une chose, très entendu. On ne peut pas entendre les hauts fonctionnaires de l'État à titre de témoins sans l'autorisation expresse du président de la République. À partir du moment qu'il y a cette autorisation de répondre favorablement à l'ordonnance du juge d'instruction, à ce moment-là, il n'est pas conseillé, il n'est nullement pas conseillé à ces dignitaires-là de bouder à cette invitation. Et à ce moment-là, si ces dignitaires-là décident de ne pas donner suite à cette invitation, et le juge d'instruction pourrait prendre telle mesure que de loi et de contraindre le témoin
à venir se témoigner. Car maintenant, à partir du moment où il y a l'autorisation et la personne, le haut fonctionnaire invité à comparaître à titre de témoin n'a plus la protection du pouvoir. Donc ces personnes-là n'auront d'autre choix que de répondre positivement à cette invitation. C'est ce que vous nous dites. Oui, c'est certain. On a eu déjà un précédent avec le Premier ministre Joute, de l'affaire du bâtonnier et Montferrier Dorval, où le président de la République d'alors, son Excellence Jovenel Moïse, avait donné l'autorisation au Premier ministre d'aller se présenter au cabinet d'instruction pour être entendu à titre de témoin. Donc, si on n'a pas l'autorisation, l'autorité peut ne pas faire cas de l'invitation. Mais à partir du moment que le président de la République donne l'autorisation et le haut fonctionnaire est tenu de se présenter au cabinet d'instruction pour faire sa déclaration et pour être interrogé à titre de témoin au cabinet d'instruction. Merci infiniment, Maître Patrick Laurent. Merci pour ces précisions. Merci pour cette lumière que vous nous avez apportée. D'accord, au plaisir et meilleur vœu. En politique, dans le contexte actuel, une nouvelle transition n'apporterait pas de solution à la crise politique. C'est la position exprimée par le professeur Guichard Doré. Il déplore également que les 30 mois passés en transition aient entraîné une perte significative de la souveraineté nationale. De plus, il affirme que l'échec des dernières négociations est à attribuer à l'ensemble du peuple haïtien. Moi-même, ça a été toujours ma position. Élection. D'ailleurs, c'est un mandat président Jovenel de Ariel, élection, constitution, sécurité. Je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer. Je dois être fidèle. Donc, pour moi-même, je crois que, non, écoutez, en politique, on ne peut pas changer. Est-ce que monsieur, est-ce que dans la rue, il y a une mobilisation? Pas de. Si on fait ça, Ariel fait un mandat à 5 ans. Moi, je ne vais pas faire un mandat à 5 ans. Moi, je pense qu'il faut le faire partie par les voies démocratiques. Il faut organiser les élections pour qu'il y ait au moins un président. Ça qui empêche le faire. Non, écoutez, Wendell, crois-moi. Si on met l'accent sur les élections, une nouvelle constitution, sécurité, tout ça, n'a privé Ariel des alliés légitimes que sont censés gagner là à l'international. L'international a vu beaucoup côté opposition. Aujourd'hui, l'international est dans le camp de Ariel. Pourquoi? Parce que ouais, c'est Ariel symbolisé entre guillemets un minimum de stabilité pour eux. Parce que eux même tout, ils pas la transition dans la transition. Eh bien, ok, d'accord. Pour me retirer argument ça dans mes eh bien, écoutez, okay, on va faire partie Ariel par les unes. Comme les papes candidats, mais on organise les élections. On met en place un CEP, on organise un référendum, etc. pour qu'il y ait une élection. Et souvent, la sécurité là, tout, il y a des noms. Parce que connaît l'international pas d'accord tout pour que sacrifice qui va le faire les jours d'élection. Moralement, il y a censé appeler pour venir aider nous en matière de sécurité. Pour moi-même, parce que mais nous ne pouvons pas faire rien sans eux alors. Bon, pour le présent moment, il est un peu difficile. Parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Ariel est arrivé là, au moins, l'idée de renforcer toute l'armée, l'idée d'augmenter l'effectif de l'armée, elle va faire. Nous avons créé, une critique sur lui. Le président Jovenel Moïse a demandé à l'OPC pour faire un travail, il prendre en compte dans le travail, il a modifié le décret, il n'a pas fait rien là-dedans. La police nationale, bon, il a dit qu'il y a quelques mois, beaucoup. Il y a Bessap qui fait preuve, lui, là, il a fait appel avec des hommes Bessap, nous ne pouvons pas faire rien. Donc, même c'est que aujourd'hui. Oui, mais est-ce que c'est Wally ça? Est-ce que c'est lui qui fait ça? Qui? C'est Ariel. Non, il est le pouvoir. C'est le pouvoir. Parce que quand il dit ça, on t'a posé question ça tout parce que je m'entends dire. Ah, donc, on ne peut pas organiser les élections maintenant parce qu'il y a l'insécurité. Et donc, entre Ariel reste. Et ça arrange le pouvoir. Parce qu'il ne fait rien pour changer la situation non plus. Donc, pour moi-même, moi, je crois qu'on met l'accent sur les élections, la rédaction d'une nouvelle constitution. Internationale a pédé, non. À ce moment-là, on devient crédible. L'opposition devient crédible et audible. Si nous mettons, parce que ça qui fait enjeu de la transition, c'est retour à la normalité. Retour à la normalité, c'est permettre des autorités élues pour venir dans le palais national. OK? Ou bien qui viennent dans le Parlement, qui viennent dans les ASEC, etc.
Autre information, l'ambassadeur du Canada en Haïti, André-François Giraud, a démenti les rumeurs selon lesquelles la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, aurait demandé un délai de 6 mois pour fournir des preuves au Sénat canadien concernant les sanctions contre l'ancien premier ministre haïtien Laurent-Salvador Lamotte. M. Giraud a affirmé que les sanctions canadiennes restent en place pour 28 citoyens haïtiens et 5 chefs de gang visant ceux impliqués dans la violence par des activités telles que la corruption. Il a souligné la position ferme du Canada contre l'impunité en Haïti avec une approche intégrée incluant le dialogue politique et le soutien au développement. Le diplomate a également noté que les personnes sanctionnées peuvent demander le retrait de leur nom, ajoutant une dimension de transparence et de possibilité de révision au processus. Chapitre sécurité, un soldat tué et un autre blessé lors d'une attaque armée contre les FADH à Bon Repos le samedi 23 décembre, tandis que le secrétariat de l'état-major de l'armée annonce une enquête pour déterminer les circonstances autour de cet acte. Le colonel Himmler Rebu s'interroge sur les moyens réels dont disposent les forces armées d'Haïti. L'analyse de l'ancien membre des FADH. Il se trouve que généralement l'armée ne communique pas. L'armée ne parle pas de ses intentions ni de ses actions. Quand il y est contraint, elle les pose tout simplement et quand elle reçoit des instructions. Donc, je ne veux pas dire grand-chose à propos de l'armée qui existe aujourd'hui. Ce que je sais, c'est une entité qui se trouve actuellement sous les contraintes des décideurs politiques et qui n'a pas une totale autonomie d'action, ni les moyens de sa politique. Naturellement, dans tout pays, la doctrine de l'armée est définie par les politiques. Donc, les agissements ou les non-agissements de l'armée sont tributaires des décisions politiques. Donc, j'ai entendu parler de l'armée seulement quand le docteur Ariel Henry s'était présenté à leur base pour leur dire qu'il allait les engager sur le front du combat contre les bandits. Et depuis, on n'a jamais entendu parler de l'institution que quand il y a justement un accident qui arrive. Donc, c'est la méthode de communication choisie par les actuels dirigeants de l'armée et qui ne peuvent pas toujours parler des tribulations auxquelles l'institution est soumise et le corset, également le corset politique qui est la situation de cette institution militaire. Donc très certainement avec une certaine évolution de la situation, on peut avoir d'autres agissements, d'autres fonctionnements. Mais pour le présent, on ne peut pas dire grand-chose, sauf quand l'armée décide de communiquer. Malheureusement, ça se passe généralement dans des situations où il y a une difficulté posée par l'armée elle-même ou bien subie par l'armée. Est-ce qu'on n'est pas en train de décrédibiliser et de ternir l'image de cette institution qui s'appelle armée? Le fait pour l'armée d'être là et de ne pas servir à grand-chose. Bon, comme je vous dis, une armée fonctionne à partir des décisions politiques. Je ne peux pas donner de conseils aux tenants de l'institution actuellement parce que je ne connais ni la doctrine qui a été déterminée, ni la politique qui a été choisie par les dirigeants. Toujours est-il que toute la population constate qu'il y a des hommes en uniforme. On ne les voit pas souvent à l'exercice. On ne les voit pas souvent dans des exercices en campagne ou dans des manœuvres. On ne voit pas passer leur convoi. Je ne sais pas s'ils ont tout ce qu'il faut comme moyen logistique pour alimenter l'institution en matériel, équipement et en armement. J'entends assez souvent les politiques se plaindre à la radio sur ce qui serait les volontés ou les contre-volontés de pays étrangers. Donc ça fait quand même plus de 6 ans, près de 7 ans déjà, que le président Jovenel Moïse avait décidé de remettre l'institution en place. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, donc de ses actions. Mais ça ne dépend pas des officiers, des sous-officiers, des soldats, ça dépend des décideurs politiques. On sait qu'un médecin, ça soigne, un footballeur, ça se trouve sur le terrain. Donc, quand on existe, il faut peut-être donner de la valeur à son existence quelque part. Sinon, on n'existe pas, si on n'existe pour rien. C'est peut-être des moments de souffrance interne que les hommes de l'institution sont en train de subir.
parce qu'une armée dépend des décideurs politiques. Donc la ligne fonctionnelle de l'armée est décidée par les politiques eux-mêmes. On dit qu'il y a un premier ministre dans le pays qui a remplacé le président. Il y a même un ministre de la Défense. Et nous ne connaissons pas leurs lignes, leurs options stratégiques. Ce qu'il y a, c'est que quand même l'institution est mise face à la nation dans une totale situation d'inertie. Donc il appartient aux officiers, sous-officiers et soldats de continuer à prendre patience en attendant des jours meilleurs, en attendant une autre politique pour que l'armée puisse faire face à ses responsabilités. Mais c'est une institution qui fonctionne à partir des ordres reçus et n'agit pas tant qu'elle ne reçoit pas les instructions. Vous vous rappelez dernièrement quand la population était aux abois et s'était présentée à ce qu'il croyait être QG de l'armée, demandant du secours à l'institution. Et il y a un de ses membres qui avait dit que c'est une institution qui agit quand elle reçoit des ordres. Or, comme elle n'en reçoit pas, donc elle ne peut pas agir. Et ça fait partie de la doctrine de base de toute armée. L'armée annonce l'ouverture d'une enquête suite à la mort de ce soldat, d'une part, et présente ses condoléances aux parents du militaire, du soldat tué. Bon, ça c'est le minimum qui doit être fait dans un tel cas. Maintenant, quand ils auront abouti avec les éléments de l'enquête, je ne sais pas ce qu'ils en feront et quels sont les liens, les relations entre l'armée et la police, entre l'armée et la justice. Toujours est-il qu'il y a un gouvernement en charge de la nation. C'est au gouvernement d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent dans quelle que soit l'institution. Bon, comme généralement, les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui ne réagissent pas quand il y a des citoyens tués, assassinés, soumis au déguerpissement de leur foyer. Le gouvernement ne réagit jamais, donc c'est probable que le gouvernement ne réagira pas. Donc on attendra les résultats de l'enquête, si jamais elle aboutit à quelque chose et aux décisions qui seront prises. Mais on ne peut pas dire grand-chose concernant l'institution, comme je vous dis. Il faut s'adresser aux politiques, parce que ce sont les politiques qui décident. Toujours dans ce chapitre, l'ancien député de Carrefour, Élie Blaise, a été découvert sans vie lundi de sa résidence à Mahotière 75. Il aurait été victime d'une agression mortelle et a reçu une balle à la poitrine dans la nuit du 24 décembre. Élie Blaise avait siégé en tant que député lors de la 49e législature. Autre dossier, l'Organisation des handicapés pour le progrès exhorte les autorités à prendre des mesures afin d'assurer que les personnes en situation de handicap aient accès à une éducation équitable. Le coordonnateur de l'organisation, Brunel Saul, dénonce les discriminations auxquelles sont confrontés les enfants à mobilité réduite dans des écoles mal adaptées. Il en profite également pour appeler le gouvernement à faire respecter la loi sur l'intégration des personnes handicapées. Jeudi, le ministère de l'Éducation nationale a fait éloge. Éducation pour tous. Jusqu'à présent, nous avons un pile de monde handicapé qui ne pas à l'école. Nous avons une loi sur l'intégration des handicapés. Nous avons une convention relative aux droits des handicapés. L'article 24 jusqu'à l'article 24 avec la loi sur l'intégration des handicapés, article 32. Et chapitre 5, ils n'ont pas respecté. Nous avons un pile de gens handicapés jusqu'à présent qui ne pas à l'école, qui bon pour aller à l'école, mais qui pas à l'école, c'est parce que il y a un pile l'école qui ne pas prendre. L'école n'est pas d'accord pour prendre mon handicapé parce que vous n'êtes pas formé pour mon handicapé. Mais il y a prôné éducation pour tous, inclusion. Jusqu'à présent, Timoun Nouyo a levé Tekouyam. Son droit que Timoun a gagné pour aller à l'école, je dis à moi, droit ça, voulait passer en papier. Nous-mêmes, en Darouap, nous avons demandé pour le ministère de l'Éducation nationale prendre en charge Timoun handicapé pour faciliter que tout Timoun handicapé prenne chemin l'école, mais déjà tout l'autre Timoun. L'éducation, pas de yon luxe pour Timoun handicapé. Deuxièmement, nous avons parlé de logement. Je dis à nous que Jean Conjonctif pays il y a un pile
gens qui sont dans la rue, y compris les gens handicapés, ils sont dans la rue, ils n'ont pas de côté pour dormir. Nous avons demandé que l'État haïtien prenne responsabilité pour bailler les gens handicapés côté pour dormir. Bagay la dû, bagay la raide. Côté nous avons les gens handicapés, les gens sous 16 ou lente, avec la pluie a tombé, il y a un côté pour mettre quoi, pour capable parer le soleil, pour capable la pluie, pour capable mettre tête en côté, pour capable dormir. Nous croyons, nous-mêmes nous demandé en Europe, faut que les gens handicapés joignent bon genre logement, joignent côté pour dormir, même avec tout le monde. Nous avons demandé pour que les gens handicapés travaillent pour que les gens handicapés joignent travail pour capable répondre à besoin yo. Mais même malgré quelques efforts faits, nous saluons le courage secrétaire d'État mon handicapé Géna Joseph qui a fait un effort et nous félicitons l'effort parce que lui a mis quelques personnes handicapés quelques côtés pour le travail. Très bientôt, nous allons gagner 10 handicapés qui vont travailler dans le ministère de la Santé publique. Mais ça va suffire. Mais nous avons demandé pour prendre la responsabilité pour intégrer les handicapés dans toute institution, Jean article 44 de la Mandela et dans la loi sur l'intégration des handicapés, deux quotas pour Haïti, pour gagner plus de handicapés qui travaillent, pour nous capables de diminuer le taux de mendicité des handicapés. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce mardi. Le Premier ministre Ariel Henry peut-il être arrêté après son audition devant le tribunal? Oui, selon la loi, tout fonctionnaire invité à comparaître devant le juge instructeur peut être détenu en cas de faux témoignage. Le Premier ministre ainsi que d'autres membres du gouvernement devraient être entendus bientôt dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Canada dément les rumeurs de demande de délai de 6 mois pour fournir des preuves au Sénat sur les sanctions contre l'ex-premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte. Et puis l'ex-conseiller du président Jovenel Moïse, Guichard Doré, affirme qu'une nouvelle transition ne résoudrait pas la crise politique actuelle. Voilà, c'est la fin de Métro News. Merci infiniment à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain mercredi. Restez sur Métropole. Bonsoir.